Je vous parle d'une plateforme que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout était à la main, tout était manuel. On pédalait dans les caves. All right. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. On va d'ores et déjà se mettre tous ensemble face à Avi ce soir qui va nous présenter un certain nombre d'idées au sein d'un cookbook DevOps. Je pense que tous les gens qui sont là sont intéressés par la pratique. On sait tous ce que ça peut représenter dans un système d'information, le déploiement, la qualité du code, la capacité à être réactif face à un marché de plus en plus changeant. Donc tout ça, Avi va nous donner quelques tips and tricks, quelques retours d'expérience, quelques bonnes idées à déployer, à mettre en œuvre pour pouvoir réussir une démarche DevOps, une phase de transformation, et tout ça issu de notre expérience. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous laisse aux mains de Avi El-Karat, notre expert de ce soir. Merci beaucoup. Alors, avant d'applaudir, je vous conseille de voir la conférence parce que peut-être que vous n'allez pas applaudir du tout à la fin, je ne sais pas. Bon bref, on va commencer par un petit jeu. Ok, on va commencer par un petit jeu. Moi, je suis très joueur, j'aime beaucoup jouer. Et c'est bien connu, Finaxis, ça fait des sushis. D'accord ? On fait des sushis. Et donc, notre président directeur général a décidé de lancer la prochaine gamme de sushis révolutionnaires. D'accord ? Comment ? Pardon ? Tu ris pas ? Tu ris pas ? Tu savais pas. D'accord, ok. Bah, je te le dis, voilà. On va lancer la prochaine génération de sushis absolument révolutionnaire. C'est quoi le cahier des charges ? C'est à vous que je pose la question. C'est un jeu. Quel pourrait être le cahier des charges ? Allez-y, lâchez-vous, inventez n'importe quoi. Quelle forme ? Quelle forme, quel poisson, ok. Il s'enroule tout seul. Ok, nickel. Il n'y a pas les commerciaux, il n'y a pas du... Le prix, ça pourrait... Ah, ça commence à devenir intéressant. Ok. Lâchez-vous. Sortez des choses. Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? La qualité du poisson. La qualité du poisson, d'accord, ok. Alors, si je vous dis par exemple la cible, d'accord ? Quel message on voudrait faire passer ? D'accord ? À quelle population s'adresse le sushi ? Est-ce qu'il va s'adresser à une population qui ne mange pas de sushi à l'heure actuelle et à qui on voudrait faire découvrir le sushi ? Est-ce qu'il va s'adresser à une population qui est déjà cliente chez nous et qu'on voudrait reconquérir en faisant un sushi encore meilleur que ce qu'on fait déjà ? D'accord ? Donc toutes ces questions-là, en fait, c'est, si vous voulez, dans un cahier des charges, il y a, à mon sens, deux types d'intentions. Une première intention que je qualifierais de générique. L'intention générique, c'est on veut faire un sushi. D'accord ? Et puis, il y a un deuxième type d'intention que je qualifierais de spécifique, d'accord ? C'est le package de ce sushi. Un sushi, ce n'est pas juste du riz avec un poisson dessus. Mais ça a une cible, ça a une audience, ça a une target. D'accord ? Et donc, ces intentions spécifiques et ces intentions génériques, ce sont des choses qu'on retrouve dans tous les produits. Et en particulier dans les plateformes DevOps. Une plateforme DevOps, ça build, ça scanne, ça déploie, d'accord ? Ça publie, ça tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas que ça. Ça va au-delà. Il y a un message qui est transmis par cette plateforme DevOps. Et donc, par rapport à ça, ce sera le premier chapitre de cette conférence. C'est si je devais faire une plateforme DevOps selon mes spécifications, comment est-ce que je spécifierais cette plateforme DevOps ? D'accord ? Donc, bien évidemment, c'est basé sur mon expérience que j'ai eue des différentes plateformes que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. Et bien évidemment, je ne peux pas rentrer dans du trop spécifique non plus. Je vais être spécifique par rapport à un idéal, d'accord, une cible, mais bien évidemment, en fonction du contexte, il faudra encore spécifier. Et ça, bien évidemment, je ne peux pas rentrer dans ce sujet-là ici. D'accord ? Donc, on restera dans le spécifique, mais mild. D'accord ? Et puis, par rapport à ça, ensuite, comment est-ce que je vais construire cette plateforme ? Quels ingrédients je vais me donner pour la construire ? Et alors là, je vais me lâcher complètement. Je serai absolument sans compromis. D'accord ? Parce que, bien évidemment, en fonction du contexte, vous allez me dire « Ouais, mais ça, on ne peut pas l'avoir, ça, on ne peut pas l'avoir. » Ce n'est pas mon problème. Ici, ce n'est pas mon problème ce soir. Moi, je dis, pour faire cette plateforme DevOps, voilà les ingrédients dont j'ai besoin. Et ensuite, donc pour faire une recette, d'accord ? Une recette, il faut des ingrédients, puis il faut une recette de cuisine. Et donc, je vous donnerai ma recette de cuisine. Comment est-ce que je m'y prendrai ? C'est-à-dire, en gros, comment est-ce que j'aborderai les différentes problématiques ? Par quoi je vais commencer ? Par quoi je vais suivre et par quoi je vais finir. D'accord ? Okay. Bien évidemment, jusqu'à présent, on va parler de
toutes les expériences que j'ai déjà eues. Donc forcément, il y a des gens ici que je sais, que je vois parmi vous, qui vont dire « Tiens, ça, j'ai déjà vu ça. » Ah oui, c'est de chez toi que je l'ai piqué, mec. Je le sais bien. C'est un retour d'expérience, bien évidemment. Je vous parle des meilleures pratiques que j'ai vues un peu partout au fur et à mesure de mes expériences. Mais il y a une question. Il y en a plein des questions, mais il y en a une en particulier que je n'ai jamais vu traitée de façon satisfaisante dans aucune plateforme. Et c'est le chapitre 4 de cette conférence, la question que je n'ai jamais vue adressée nulle part, the unanswered question, d'accord? Et donc, je ne vais pas spoiler tout de suite, on verra après de quoi il s'agit. Alors, une plateforme DevOps, à quoi est-ce que ça pourrait servir? Alors, avant de commencer, il faudrait quand même faire quelques hypothèses sur le système d'information lui-même. Donc, imaginez que votre travail, c'est ça. OK? Alors, c'est forcément peut-être des choses que vous avez déjà vues, vous avez déjà rencontrées dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, où vous arrivez au travail et votre système d'information ressemble à quelque chose comme ça. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on arrive à un système d'information de ce type-là, d'accord? Alors, parmi ceux-là, moi, j'ai fait un top 3 vraiment des worst practices, vraiment des choses à ne surtout pas faire quand on veut construire une plateforme DevOps, d'accord? Alors, ici, donc, je parlais du système d'information de manière générale. Là, maintenant, je vais me concentrer véritablement sur la plateforme DevOps, mais ça peut être tout à fait généralisé. La première chose, c'est le temps. Quand des process sont trop longs à mettre en place, forcément, à un moment ou à un autre, ça va créer de la fatigue dans les équipes de développement qui ont besoin d'avoir les différents composants, les différents outils pour pouvoir travailler. Et donc, forcément, ils vont trouver des solutions parallèles, ce qu'on appelle des verrous en informatique. Ils vont mettre en place des verrous. Donc, si un process est vraiment trop long à être mis en place, si c'est trop long d'avoir un compte de service, trop long d'avoir une VM, trop long pour avoir un certificat, eh ben, on va trouver des solutions annexes. On ne va pas y passer le certificat, on va se mettre sur la VM du copain. Le compte de service, ben, on va utiliser un autre compte de service. Et donc déjà, on crée une dette technique épouvantable à partir de ça. Mais il y a bien pire. Il y a travailler en mode déclaratif. Alors ça ne va pas forcément faire tilt dans la tête de tout le monde. Mais si je vous dis, par exemple, aux anciens, Ant versus Maven, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Il y avait un système à l'époque qui s'appelle Ant, d'accord, et qui packageait, entre autres, packageait les outils, les builds Java, en mode déclaratif. Donc, je déclare que mes librairies se trouvent ici, je déclare que ma target compilée se trouvera là. Et ce mode déclaratif-là, en fait, c'est quelque chose qui est complètement général. C'est-à-dire, moi, je suis ingénieur de production, d'accord, et je vais déclarer, je vais dire, tiens, bah, je vais mettre mon répertoire ici, et puis je vais organiser comme ça. J'ai mon Tomcat, je vais déployer mon War dans mon Tomcat, je vais le déployer comme ça. D'accord, je fais ça sur l'environnement de développement, et puis plus tard, il y aura quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément dans la même équipe, qui n'est pas forcément assis à côté de moi, qui n'est même pas forcément dans le même pays que moi, qui va faire la même chose mais en production. Et lui aussi, il va déclarer qu'il va organiser les choses comme il l'entend. D'accord ? C'est ce qui s'appelle le mode déclaratif. Donc, ça crée une dette technique absolument épouvantable puisque chacun va utiliser sa propre méthodologie, sa propre façon de faire les choses. Et donc, du coup, rien ne va être harmonisé, rien ne va être systématisable. Et quand on va vouloir automatiser les processus de déploiement, d'intégration, on va se retrouver face à un problème assez difficile. C'est que si on veut tout automatiser, il va falloir tout changer et on risque de tout casser. Donc du coup, on va rester en mode manuel. Okay ? Alors, avant de passer au troisième, il y a une mention honorable. La mention honorable, c'est de vouloir systématiquement et absolument hard-coder l'organisation de la DSI dans les différents composants DevOps. Par exemple, dans les répertoires sur un environnement de production, on va organiser tous les répertoires avec le nom de la société, le département, le sous-département, le sous-sous-département, et enfin, le nom de l'application. Je vois qu'il y a des gens qui rigolent, peut-être qu'ils ont déjà eu ce genre d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui génère une dette technique absolument épouvantable parce qu'une organisation, une DSI, c'est amené à changer en permanence. Et donc, par conséquent, si on attend un temps suffisamment long, en général c'est 2-3 ans, il va y avoir une réorganisation. Et toute cette organisation qu'on a fait dans ses packages, dans ses modules, dans son GitLab ou son GitHub,
dans ces répertoires de production, tout va être remis en question. D'accord? Et soit on laisse les choses telles quelles, soit on change tout au risque de casser des choses qui seront peut-être difficiles à réparer. Et donc le numéro 1, le top du top de toutes les worst practices à surtout ne pas faire, c'est mal gérer les habilitations des gens. Les habilitations, à la base, ce n'est pas un truc hyper compliqué, c'est même très simple, c'est juste donner aux gens le droit de travailler. D'accord ? Je suis développeur, je dois avoir le droit de pusher dans un répertoire GitLab ou GitHub ou autre. Je suis ingénieur de production, je dois avoir le droit de me connecter à une VM. Or, ce qu'on rencontre assez systématiquement, c'est souvent des habilitations qui sont mal gérées, qui mettent trop de temps à être données aux personnes qui en ont besoin. Parfois, des workflows de validation qui sont validés par des gens qui n'en ont strictement rien à faire. Ah ouais, il faut que je valide ça, ok, bon, je valide, d'accord, ok. Mais ils ne savent pas ce qu'ils valident, ils ne savent pas à qui ils donnent des droits, ils ne savent pas quelle est la nature des droits qu'ils donnent. Donc, tous ces problèmes-là, ces problématiques-là, vont faire que, à l'arrivée, votre plateforme DevOps va être un véritable chaos. Et de manière générale, le système d'information, quand il est géré avec ce genre de problématiques-là et ce genre d'anti-pattern, va être complètement chaotique. Par conséquent, moi, ce que je me dis, c'est que la plateforme DevOps, une plateforme DevOps bien pensée, va aider en partie à résoudre ces problèmes-là. D'accord ? Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va grandement aider à organiser le système d'information. Et donc, par rapport à ça, c'est maintenant où, bien évidemment, tout à l'heure, je vous parlais d'intention générique. Donc, l'intention générique de la plateforme DevOps, c'est build, c'est scan, c'est déploie, c'est push, c'est tout ce que tu veux. D'accord, ok. Mais spécifiquement, qu'est-ce que j'attendrais d'une plateforme DevOps ? De manière à ce qu'elle puisse faire en sorte que le système d'information soit mieux organisé. Et bien d'abord, elle doit être efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre la tête pour faire un build. Il ne faut pas se prendre la tête pour déployer. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut que les choses soient faites de façon complètement fluide, complètement automatique pour chacun des développeurs. Il faut que le travail soit agréable à faire. Donc, première chose, la plateforme doit être efficace. Pour les utilisateurs, pour les développeurs. Okay ? Deuxième chose, il faut qu'au niveau du provisioning, donc là maintenant c'est plutôt au chef de projet qu'on va s'adresser, il faut que le provisioning lui aussi soit extrêmement fluide et extrêmement efficace. C'est dans des discussions que j'ai tous les jours avec mes collègues. J'attends une VM, et ben voilà, j'attends un environnement. C'est long. Il faut des fois aller égorger un poulet, je ne sais pas. Voilà. Mais en gros, pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avoir un environnement? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'avoir une VM? D'accord? Donc, par rapport à ça, le fait que le système le DevOps, le système d'information, soit facilement provisionné, ça va être une clé essentielle. OK, il faut que ce soit facturable, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je puisse trouver un moyen, à chaque fois que j'ai une VM qui soit popée quelque part, que je sache de façon fluide, systématique, automatique, savoir qui doit payer ce truc-là. Et avant même que la VM soit provisionnée, c'est à partir du moment où j'ai des gens qui viennent me voir avec un app code, ils me disent « moi je suis application ABC, j'ai besoin d'une VM », il ne faut pas que je lui dise « ok, c'est quoi ton code budget ?» Je dois moi le savoir, d'accord? Et que ce soit fait de façon complètement automatique. Il faut que ce soit maintenable. Alors, qu'est-ce que j'entends par maintenabilité d'une plateforme DevOps? Ici, je ne parle pas d'une montée de version de Artifactory ou de SonarCube ou de X ou Y. Je parle plutôt au niveau, si demain, j'ai un nouveau paradigme qui doit rentrer dans mon système d'information. Si par exemple, moi, je suis full VM, full digital, et demain, il y a Kubernetes qui arrive dans mon système d'information. Il y a AWS, Azure, il y a le cloud qui arrive dans mon système d'information. Il faut que je puisse m'appuyer sur un existant fort et solide pour pouvoir avoir de bonnes bases et aller au-delà et pour pouvoir intégrer ce nouveau paradigme à l'intérieur de mon système d'information. Et pour finir, j'aimerais que ma plateforme DevOps soit observable. Je vais vous donner un petit exemple.
Vous allez voir aujourd'hui le patron de chez Renault ou de chez Toyota ou machin, le grand patron, d'accord, il doit forcément savoir combien de voitures il a produit dans l'année, d'accord. Vous allez voir des DSI de grandes institutions, d'accord, c'est pas sûr qu'ils sachent combien de mises en production il y a eu dans l'année. C'est pas normal. Il faut absolument qu'au niveau de la DSI, on sache rigoureusement combien on a eu de mises en prod. Quelle est la dette technique globale remontée par Sonar, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plateforme observable. Donc voilà, ça, ce sont les intentions spécifiques. Alors, ce n'est pas du spécifique, mais voilà comment je concevrais à la base cette plateforme DevOps. Et la clé de tout ça, c'est la provision. Il va falloir être extrêmement attentif à la façon dont on va provisionner les choses, et donc tout le reste du meet-up va se concentrer sur comment provisionner les différents composants de cette plateforme DevOps de manière à pouvoir avoir tous ces éléments. Alors, les ingrédients. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma recette de cuisine? Voilà ce que j'appelle l'équation fondamentale du DevOps. Je dirais même que c'est un peu l'équation fondamentale de la production. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce d'équilibre entre les gens et les outils d'un côté et les process de l'autre. D'accord? Ce qui veut dire que si on va former les gens, eh ben forcément, il faut pouvoir adapter les process. Enfin, les gens vont mettre de nouveaux process en place de l'autre côté. Si on veut changer les process, il va falloir changer les gens et changer les outils. Il y a une espèce d'équilibre, d'alchimie qui se fait entre les gens et les outils d'un côté et les process de l'autre. Et donc, pourquoi est-ce que ça, ce sera mon premier ingrédient? Parce que le process auquel je m'intéresse là, maintenant, en particulier, c'est le process de provisionnement. En fonction des gens qui travaillent chez moi, donc ça, c'est du spécifique, d'accord? C'est dans ma société, dans ma boîte. Et en fonction des outils qu'il y a dans ma boîte, alors je vais avoir des processus de provision qui vont être tout à fait spécifiques à ma société, d'accord, à ma DSI. Et ça, je vais m'atteler à les automatiser, d'accord? Ça va être ce sur quoi je vais me concentrer. Mon premier ingrédient, c'est l'automatisation des process de provision. Deuxième ingrédient, eh ben, tout à l'heure, on parlait des systèmes déclaratifs et comme quoi les systèmes déclaratifs ou qui sont basés sur le mode déclaratif, d'accord, je déclare que je vais mettre les choses comme ça, ok, c'est quelque chose qui crée énormément de chaos, des inconsistances, des choses comme ça, et qui empêche l'automatisation de mes processus, en particulier donc de mon processus de provision. Donc, par opposition à ça, et donc ça c'est tout emprunté de Maven, hein, d'accord, je vais mettre en place des conventions. Ok. Donc, je vais mettre en place des conventions. Donc, c'est-à-dire que les gens ne vont plus être libres d'organiser leur répertoire comme ils le veulent, leur GitLab comme ils le veulent, leur Sonar avec les clés comme ils le veulent. Ils vont être obligés d'utiliser des conventions spécifiques, d'accord, que je vais leur imposer. Ça va permettre d'avoir un système qui va être complètement consistant, enfin cohérent en français, d'accord. Ça va permettre d'harmoniser tous les process et donc, par conséquent, je vais pouvoir automatiser la configuration de ma plateforme, automatiser le billing, la facturation et automatiser le monitoring, donc basé sur ces conventions. Troisième ingrédient, ce que j'appellerais les 3 piliers du DevOps. Ici, quand vous voyez le mot repository, le repository, c'est la traduction en anglais du mot référentiel, d'accord? Donc, repository, traduisez référentiel. Pour une plateforme DevOps réussie, moi je vous dis qu'on a besoin de 3 référentiels. Le référentiel de l'organisation, d'accord? Je vous disais tout à l'heure que c'est une très mauvaise pratique de graver dans le marbre l'organisation de la DSI dans les différents composants DevOps. En revanche, cette organisation, on en a besoin. On va en avoir besoin pour la facturation, bien évidemment, d'accord? Mais il y a un problème avec ce référentiel-là, c'est que c'est un référentiel qui n'est pas stable. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les 2-3 ans, les DSI se restructurent, se refondent, se reforment, mais il faut quand même avoir cette information quelque part. Donc, on va la prendre directement dans un référentiel de l'organisation.
Le référentiel people, bah oui, forcément, puisque ce sont bien, on parlait d'habilitation tout à l'heure, donc c'est forcément quelque chose que j'ai dans ma cible. Je vais vouloir donner les bonnes habilitations aux bonnes personnes et si possible de façon complètement automatique. Donc par rapport à ça, il faut que je sache qui travaille sur quoi, d'accord ? Mais ça aussi, bah, c'est évident, surtout les gens qui travaillent dans le service informatique savent bien que c'est le référentiel des people, il est hautement instable puisque ça bouge tout le temps. D'accord ? Alors maintenant, on a le référentiel des applications. Ah, il y a quelque chose de différent ici. Le référentiel des applications, alors bien évidemment, l'application, les gens qui travaillent sur l'application changent tout le temps, l'organisation qui gère cette application change tout le temps. Oui, d'accord, ok. Mais il y a un truc qui ne change jamais dans l'application, c'est son identifiant. Et pour quelqu'un de technique, c'est fondamental, parce qu'il va pouvoir s'appuyer sur cet identifiant. Et pourquoi est-ce que l'identifiant d'une application ne change jamais? C'est quelque chose de fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'une application, elle répond à un besoin métier qui, lui, est complètement stable. Et même si la DSI bouge, même si les gens qui vont travailler sur cette application-là ne vont pas être les mêmes et tout, cette application-là, elle, sa raison d'être ne changera jamais. Sinon, ça change, c'est plus la même application, c'est autre chose. D'accord ? Et elle va également participer à des processus métiers qui sont hautement stable. Alors, la différence entre une activité métier et un processus métier, activité métier, pensez par exemple à sales ou back-office ou des choses comme ça. Processus métier, pensez à un processus de comptabilité. Donc, c'est toute une chaîne en réalité, toute une chaîne de transmission et des applications qui vont se parler entre elles pour pouvoir arriver à la comptabilité. Voilà un peu la différence entre activité métier et processus métier, en tout cas dans ma conception des choses. Je pense qu'elle n'est pas trop délirante. Et donc ça, forcément, le référentiel des applications, c'est un référentiel qui est stable. Et on va pouvoir s'appuyer dessus. Et donc ça, si je vais pouvoir puiser dans les informations du référentiel de l'organisation et du people pour pouvoir gérer certaines choses, ça, c'est des choses qui vont être gérées de façon dynamique. En revanche, le référentiel des applications, c'est un référentiel sur lequel je vais pouvoir fonder ma plateforme DevOps. OK ? Quatrième ingrédient, c'est peut-être celui aussi qui va faire qui va être le plus disruptif. Vous voulez construire une plateforme DevOps, vous devez avoir accès à au moins un bout de l'annuaire d'entreprise. Sinon, ce n'est pas la peine. J'ai essayé, créer des plateformes DevOps sans pouvoir manipuler l'AD ou le LDAP de l'entreprise, c'est un cauchemar. On l'a fait, ça ne marche pas. En revanche, quand on va pouvoir manipuler librement, alors on n'a pas dit tout l'AD, on n'a pas dit manipuler tout. Il y a un petit bout de l'AD qui va être dédié à la plateforme DevOps. Et ce petit bout-là, c'est nous, propriétaires de la plateforme DevOps, qui sommes propriétaires de ce petit bout de l'AD, dans lequel on va pouvoir mettre absolument tout ce qu'on veut. Et si vous n'avez pas ça, vous n'arriverez pas, vous serez soit obligé de reproduire un truc qui va ressembler à un AD, ça va être épouvantable, soit vous avez fait avec l'APL et le seau comme à la plage, les châteaux de sable, mais ça se casse. OK ? Donc ça, ce sera les 4 ingrédients. La provision et les habilitations, les processus de provision et d'habilitation qui sont automatiques, d'accord ? Des conventions qui sont systématiques et donc observables. Okay ? Les 3 piliers du DevOps, référentiel application, référentiel organisation, référentiel people, et manipulation d'un annuaire d'entreprise. Ok, maintenant, c'est quoi ma recette de cuisine? Ok, le fameux cookbook dont on parlait. Alors, avant de rentrer dans quelque chose de trop systématique, je vais d'abord donner un exemple pour vous donner ma vision globale, et ensuite, on détaillera un petit peu plus chaque étape, d'accord? Je pense qu'à partir de là, vous aurez compris où je vous emmène. Eh ben, donc imaginez, donc chez Finaxis, on ne fait pas que des sushis, on fait un peu d'informatique aussi de temps en temps. C'est un truc, c'est on the side de notre travail. Et puis, il y a une nouvelle application qui s'appelle Avi. Je ne sais pas, ça m'a inspiré, j'ai eu envie de l'appeler Avi comme ça. C'est son code applicatif ou son identifiant applicatif AVI. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... OK, donc première chose, le référentiel applicatif.
Donc, on va rentrer bien évidemment, donc des gens très savants et très intelligents vont rentrer manuellement cette nouvelle application dans le référentiel applicatif et automatiquement, on va avoir un processus qui va créer dans l'annuaire d'entreprise un répertoire à vie. Okay ? Première étape. Deuxième étape, par rapport à ça, alors je suppose que j'utilise GitLab, hein, mais on peut faire la même chose avec GitHub ou avec autre chose. Donc, deuxième étape, on va maintenant créer un sous-répertoire à vie à la racine de mon GitHub ou de mon GitLab que j'ai appelé ici Finaxis. Et puis, je me suis permis de faire une petite étape intermédiaire ici. J'ai mis ici un petit répertoire business. Okay, dans lequel, dans ce petit répertoire business, j'ai mis 2 projets Git, Whiteapp et Whiteapp Deploy. Okay, pourquoi j'ai fait ce truc-là? Parce que parmi mes problématiques DevOps, je veux avoir quelque chose qui soit observable. Or, si c'est trop le fouillis dans mes répertoires, si je crée juste comme ça Finaxis à vie, et puis allez-y mes enfants, créez tout ce que vous voulez à l'intérieur, bah, comment est-ce que je vais pouvoir savoir quels répertoires sont des applications de production et quels projets sont des applications de production et quels projets sont des tests qu'on a fait comme ça ou même des projets tout à fait sérieux mais qui sont pas voués à aller à la production. Moi, ce que je vais observer, c'est ma production. Qu'est-ce qui va en prod? Donc pour ça, je me suis dit que organiser les choses avec un répertoire intermédiaire, je l'ai appelé ici business. Appelez-le comme vous voulez, à partir du moment où vous donnez une convention forte, d'accord, qui puisse être respectée partout. Alors, par contre, ne donnez pas comme convention application. Ne donnez pas comme convention production. D'accord ? Application, c'est beaucoup trop générique. Production, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, c'est pour ça, moi, je propose business, mais après, je suis complètement, enfin voilà, ça n'est qu'un exemple. Okay, de manière à pouvoir observer tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et quand je livre, donc, tout ça, c'est des processus de création automatique dont je suis en train de vous parler. Quand je livre la chose, je livre avec 2 projets qui sont des projets complètement viables, d'accord, qui vont, alors, bien évidemment, il y a plein d'hypothèses ici que je passe sous silence exprès, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais disons, ici, un projet avec des conventions. Ça pourrait être un projet Java, ça pourrait être un projet Python, mais le projet est structuré en fonction des conventions de ma banque. Oui, parce qu'on travaille dans une banque, d'accord. Et ici, le projet de déploiement, pareil, avec toutes les conventions qui sont adoptées, de manière à ce que quand les développeurs qui n'existent pas encore, à l'instant où je vous parle, vont arriver sur le projet, ils vont déjà trouver des canevas. Et ils vont pouvoir utiliser ces canevas et ça va les inciter à ne pas trop en sortir et à ne pas trop inventer des choses à droite à gauche qui risquent de les emmener sur des chemins de traverse. Première étape. Mais suite à ça, donc on avait dit qu'on se basait aussi sur un référentiel People. Ces référentiels People, eh ben, on sait bien dans le référentiel quelque part sur quelles applications ils travaillent. Je vois ceux qui sourient, ils savent qu'on parle de leur truc. Ils savent qu'on parle de trucs qu'on a fait ensemble ou qu'ils ont déjà vu quelque part. Donc, imaginez le référentiel People. On a Jean-Michel, Jean-Patrick et Jean-Yves qui travaillent sur l'application Ravi, donc ils sont flagués comme tels, d'accord. Et donc, automatiquement, donc j'ai un deuxième processus automatique, dès qu'il y a des mises à jour dans le référentiel People, qui va aller pouvoir renseigner et insérer tous ces gens-là dans le répertoire de l'annuaire à vie et les injecter ensuite, leur donner les habilitations qui vont bien au niveau du répertoire GitLab à vie. Bien évidemment, il y a plein d'hypothèses dans ce que je suis en train de dire ici, des hypothèses dont je ne parle surtout pas parce que ce serait gênant d'en parler, mais ici, on suppose que, oui, dans le référentiel People, il y a probablement certaines sections dans lesquelles on n'aurait pas le droit d'aller, d'accord, parce que ça resterait complètement confidentiel. D'autres dans lesquelles on pourrait aller. Disons qu'on peut se permettre d'aller dans le référentiel des développeurs. Il y a une autre hypothèse ici, c'est que si je me permets de donner à tous ces gens-là les habilitations au niveau du répertoire à vie, c'est que plus ou moins, on va admettre que tout le monde a plus ou moins les mêmes habilitations. Soit ils vont être owners, soit ils vont être au moins développeurs ou maintainers ou quelque chose comme ça. Bref, ok. Dernière petite chose, il y a encore d'autres hypothèses. Ok. Alors, je vais m'appuyer également sur le référentiel
de l'organisation pour provisionner à cette équipe, en tout cas, soit leur provisionner des runners, soit mettre à disposition des runners conteneurisés, mais de manière à ce qu'à chaque fois que ces runners vont tourner pour builder mon application, je vais pouvoir refacturer aux bonnes équipes qui vont bien le temps consommé à builder ou autre chose, quoi. Donc bien évidemment, un tel modèle s'appuie aussi sur l'hypothèse, par exemple, que le GitLab serait payé par la DSI en global et les runners, par contre, seraient payés par chacune des équipes. D'accord ? Et ils pourraient, par exemple, payer à la consommation, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment. Voilà. Mais en gros, ce serait ça le canevas, la méthodologie sur laquelle je m'appuierai, et ensuite à rentrer dans chacune des spécificités de chacune des DSI. Okay. Donc, premier plan, la partie provisioning. Okay. Se baser, comme je disais tout à l'heure, sur le référentiel des applications, fonder complètement la plateforme DevOps sur ce référentiel des applications. Et à partir de là, mettre en place un processus de synchronisation automatique qui va aller renseigner mon annuaire d'entreprise basé sur ça. Et à partir de là, rien qu'avec cette seule information-là, on peut tout provisionner. On peut provisionner du GitHub, du GitLab, du ce que vous voulez. On peut provisionner, si vous faites du Jenkins, d'accord, on peut aussi provisionner du Jenkins, mais on peut aussi provisionner d'autres choses, comme par exemple du Nexus, de l'Artifactory pour pouvoir stocker les binaires, juste avec cette simple information, éventuellement même aller jusqu'à provisionner des permissions de template et des project keys dans Sonar qui vous permettront vous avez juste avec cette seule information de l'application, vous pouvez déjà mettre en place tout un ensemble d'outils que l'équipe va pouvoir utiliser. Sauf que là, ici, on a un peu un pantin désarticulé. Tu as un bout de truc ici, tu as un bout de truc là, tu as un troisième bout de truc ici. Le truc qui est intéressant maintenant, c'est de connecter toutes ces choses-là entre elles. Ok ? Ah bah c'est pas du tout le slide dont je voulais parler. C'est pas grave, c'est très bien. C'est à propos des conventions, c'est un petit slide intermédiaire où je vous invite à réfléchir 2 minutes sur la façon d'organiser les choses. Je vous disais par exemple de créer un répertoire business ici, intermédiaire pour pouvoir monitorer les applications qui sont des applications de production. Et vous allez me dire, oui, mais sur GitHub, on n'a pas des répertoires comme sur GitLab. Bon, moi, je dis pas de souci, hein, même pas mal. On peut mettre un préfixe business devant chacun des projets. Et par exemple, dans Jenkins, où on peut avoir des vues, des répertoires à l'infini, un petit peu comme GitLab, pareil, on peut structurer les choses, mettre d'un côté... c'est-à-dire que c'est les gens de la plateforme DevOps qui vont préparer les choses de cette manière-là, à faire des répertoires intégration, des répertoires promo, des répertoires delivery, et à préconstruire des jobs, même des jobs factices, mais qui ont ce business underscore comme préfixe, et qui vont inviter les équipes à faire de même. Et donc, bien évidemment, utiliser ça comme convention, ce qui veut dire que si l'équipe décide de ne pas préfixer par business certains de leurs projets, ça veut dire implicitement qu'ils ne souhaitent pas que ce projet-là rentre dans le scope du monitoring ou de la facturation. Donc ça peut jouer en leur faveur quand c'est des projets de test ou des choses comme ça qu'ils ne veulent surtout pas faire rentrer dans les radars. En revanche, s'ils veulent que les applications remontent, il faut qu'ils se plient aux conventions. OK. Tout ça pour dire, voilà, à partir de ça maintenant, donc la première étape, c'est la provision des outils et donc maintenant le lien dans tout ça. Donc déjà donner des habilitations aux bonnes personnes en partant du référentiel People et en insérant les gens dans les applications. Alors là, ici, il y a un point sur lequel moi, je n'ai pas tranché. Je ne suis absolument pas sûr de la bonne démarche à adopter. Et ça fait partie des choses, enfin, voilà, ça peut être quelque chose à débattre. Hein. C'est, est-ce qu'il faut avoir 2 sous-répertoires dans l'AD, un avec l'organisation, avec les applications, et un autre avec les outils, en insérant les applications dans les outils,
ou alors avoir une espèce de gros pâté en mettant à chaque fois dans les applications les gens et les outils. Je ne sais pas s'il y a une bonne solution, d'accord? Je pense qu'en fonction du besoin, on va soit choisir une chose, soit une autre. Moi, j'aurais tendance, personnellement, intuitivement, comme ça, à séparer les deux. C'est-à-dire qu'à faire un référentiel avec les différentes applications et un deuxième référentiel avec les outils en faisant une imbrication de groupes les uns dans les autres. Okay? Donc c'est pour ça que j'ai présenté les choses de cette manière-là. Et donc, deuxième grande étape, donner les habilitations aux bonnes personnes pour qu'ils puissent avoir accès aux outils qui les concernent. Troisième étape, mettre en place des canevas de process. D'accord? C'est-à-dire que d'entrée de jeu, dès que les gens arrivent, alors vous savez que j'essaye de changer un petit peu d'exemple à chaque fois, c'est vraiment que je veux montrer que je ne m'attache pas aux outils eux-mêmes, mais au processus. D'accord? Donc là, ici, on fait du GitHub, du Jenkins et du Nexus, du Vault et du Kubernetes. Dans les exemples d'avant, on voyait qu'on avait du GitLab. Bon, voilà. Donc, mettre en place, dès le début, des processus d'entreprise qui vont compiler, scanner, pousser dans les, publier dans les référentiels de binaires, mettre en place des vaults, mettre en place des processus de déploiement qui sont préconstruits, prédéfinis, de manière à ce que les équipes ne sortent pas de ces canevas-là, d'accord? Pour avoir des choses qui sont totalement systématisables et totalement reproductibles. Ok, alors bien évidemment, on ne va pas mettre tout le monde sur la même chose, mais il y a au moins des grandes familles. Les familles des applications qui sont conteneurisées, les familles des applications qui sont déployées sur des VM, donner des canevas. Et en particulier, donc ça c'est donner des canevas pour de l'intégration et du déploiement en environnement de test, okay, mais aussi donner des canevas pour de la mise en production avec, si possible, des processus qui vont aller automatiquement créer des tickets pour pouvoir déployer en production de façon automatique. D'accord ? Alors, moi, je ne suis jamais rentré chez Amazon. D'accord ? Je n'ai jamais été employé de Amazon, mais je me dis que quand on est sur une page Amazon, je ne sais pas combien il y a de déploiements qui se font en automatique par minute, par heure, mais c'est en tout cas un chiffre qui donne froid dans le dos. D'accord ? C'est sûr que dans une institution bancaire, ça ne se passe pas comme ça, mais il y a forcément, en tout cas, chez Amazon, quelque chose qui va tracer chacun de ces déploiements. Il y a un truc qui ressemble à ça, quoi. Il y a un truc qui, quelque part, ressemble à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en banque ? On pourrait le faire. Okay ? Pas systématiquement, il y a des critères d'éligibilité, mais il y a des applications qui sont éligibles à ce type de process complètement automatique. Il faut le faire. OK. Alors maintenant, jusque-là, je n'ai parlé que des choses que j'ai déjà vues. D'accord ? C'est un grand retour sur expérience. Sur les pires pratiques et sur les meilleures pratiques. Mais comme je vous disais, il y a toujours une question qui systématiquement reste sans réponse dans aucune plateforme DevOps sur laquelle j'ai eu le bonheur de travailler. Il y a une question qui est évitée. D'accord ? Alors, pour introduire ça, je vais vous dire ici, donc vous voyez une carte de Paris. Donc imaginez, ça c'est votre système d'information, d'accord ? Il y a des infrastructures publiques. Okay ? Infrastructure publique, donc on a les routes, on a la Seine. Bon, public, ça veut dire c'est géré par la mairie de Paris. En gros, ça appartient à tout le monde, quoi. Okay ? Éventuellement, il faut payer pour la RATP pour rentrer à pied à la maison. Voilà. Et puis, qui dit infrastructure publique, tout de suite, on va penser aussi aux infrastructures privées. Okay ? Public, privé, ça, c'est le grand canevas qu'il y a dans la tête des informaticiens. Éventuellement, pour certains développeurs, il y a un peu de protected, et encore, ce n'est pas forcément une très très bonne pratique, mais il n'y a pas que ça. D'accord ? Il y a bien d'autres types d'infrastructures. Comme par exemple, si je vous montre ça. C'est public ou c'est privé, ça ? Ah ouais. C'est hybride. Bah oui. C'est privé parce que ça appartient à une copropriété, d'accord ?
Donc il y a plusieurs personnes, mais d'un autre côté, c'est pas complètement privé. Le vrai privé, c'est dans l'appartement, c'est une fois que tu as passé la porte de l'appartement, parce que là, ici, il y a mes copains qui peuvent rentrer s'ils veulent, d'accord? Il y a des mecs qui viennent mettre des flyers dans les boîtes aux lettres qui peuvent rentrer, ok? Et donc ça, par exemple, ben, une des solutions qui a été mise en place pour pouvoir gérer ce genre de truc-là, c'est soit le digicode, soit les badges. Alors, le digicode, en informatique, c'est quoi? C'est tout le monde connaît le mot de passe. Le badge, si c'est une très très bonne solution dans la vie de tous les jours, en informatique, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le mot de passe est dupliqué partout. Et puis, dupliqué partout en production, ça, j'en parle même pas. Hein. Je ne veux même pas vous parler de ces horreurs-là, mais dupliqué partout dans le coffre-fort. Ouais. Sentez un peu le problème arriver là? Vous voyez un petit peu le problème venir là? Dans la vie de tous les jours, il y a plein d'exemples comme ça, où on n'a pas vraiment sur des domaines publics, pas vraiment sur des domaines privés. Ça, par exemple, c'est quoi? C'est public, c'est privé, c'est quoi? C'est zone piétonne. C'est public, mais moi, je ne peux pas rentrer avec une voiture ici. C'est encore un autre paradigme. Un magasin. Un magasin, qu'est-ce qui va être le discriminant dans un magasin? Ça va être le comportement d'une personne. Une personne ne peut pas rentrer, fanfaronner dans le magasin, faire tout ce qu'il veut, toucher à tout. Non, il y a un certain comportement à avoir. C'est encore un autre paradigme. C'est fou. Une location. Une location. Quel est le paradigme de la location? Bon, on va rentrer dans le domaine privé, mais ça ne m'appartient pas. C'est privé, mais ce n'est pas à moi. OK? Donc, de là, on peut se dire, au fond, un taxi, c'est quoi un taxi? Bon, bref, il y a plein d'exemples. Après, on peut penser au Uber, on peut penser à la propriété intellectuelle. Quand on regarde comme ça dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit que la question du à qui appartient cela, qui a le droit de faire ça, c'est d'ailleurs une chanson de Patrick Bruel, hein, qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Eh bien, elle est franchement pas simple. Et le problème, c'est qu'en informatique, on a tendance à penser aux choses en public et privé. Et puis, quand on arrive sur certaines problématiques en informatique, il y en a certaines qui commencent à devenir un petit peu compliquées. Alors, par exemple, les services partagés. Alors, quand vous allez me dire service partagé, vous allez me sauter dessus en disant « Ouais, GitLab ». Ouais, GitLab, c'est un service partagé. Oui, je sais que c'est un service partagé. En général, GitLab, c'est payé par la DSI, d'accord? Donc, c'est public. Ça fait partie des infrastructures publiques. Et moi, je vous parle, par exemple, si vous avez un serveur de test, d'accord, sur lequel vous avez installé votre Selenium et tout machin. Si vous avez une toute petite équipe qui n'a pas envie de se ruiner à acheter une VM, à installer un Selenium et à faire des tests parce qu'elles font 2 tests par an, d'accord? Ils vont peut-être vouloir se mettre à plusieurs, faire un pot commun pour partager une VM, pour acheter une VM à plusieurs. Ça, c'est un truc, vous dites ça à un informaticien, il bug. Il bug, il ne sait pas répondre. Il y en a qui savent, il y en a qui ont réussi à comprendre comment faire. Et puis, pour dire, ça va être compliqué, vous allez être plusieurs à payer. Ben non, moi j'ai un seul code budget dans ma case, là, tu vois, je ne peux pas faire. Donc voilà. C'est une problématique. La problématique des runners, en général, c'est vachement mieux géré. Alors, la problématique des runners, c'est encore une autre problématique. La containerisation aide énormément à résoudre ce problème-là. En général, on paye à la consommation. C'est un service partagé, d'accord? Et on va payer à la consommation. Ce qu'on va consommer en build, en deploy, en machin, on va payer dans le runner, quoi. Donc, voilà. Et puis, depuis tout à l'heure, je vous l'amène. Vous avez compris de quoi je vous parle. Il y a le problème des mots de passe. Et le problème des mots de passe, ce n'est pas géré. C'est géré nulle part. D'accord? C'est pas parce que tu as acheté Vault, mec. C'est pas parce que tu as acheté CyberArk que tu as géré les mots de passe si tu n'as mis aucun process au-dessus. D'accord? Il faut absolument définir des processus d'entreprise pour pouvoir accéder aux mots de passe parce que les mots de passe sont quelque chose qui sont partagés forcément. D'accord? Comme dans cet immeuble où tout le monde a le digicode ou alors tout le monde a le badge pour pouvoir rentrer dans le hall. Et les problématiques, elles sont très très simples. Regardez par exemple ça. On a une application qui a accès à une base de données. J'ai essayé de faire un truc un peu simple, hein, un truc où tout le monde va plus ou moins avoir le cœur qui bat en disant « Ouais, je connais, c'est mon application, ça ». Regardez, ça. Domaine privé, A, on sait bien gérer. Domaine privé, A a accès à une certaine ressource qui appartient à A. A, elle n'est pas toute seule au monde, elle travaille dans un écosystème, dans une DSI. Il y a plein d'autres applications avec lesquelles elle doit interagir. Elle doit interagir avec B, avec C, avec D, avec E, avec F, avec... Et le truc, c'est que comment on fait pour avoir accès à la ressource, là? Moi, je ne peux pas mettre en place un microservice, tu comprends, ça me coûte trop cher, ça me prend du temps, je ne peux pas. Vas-y, va prendre la donnée en base.
Et puis tu gères le mot de passe comme tu veux, quoi, mec. Ok, on connaît tous, on a tous déjà vu. Alors, si on met ça, si on utilise des vaults, d'accord, on fait la solution la moins pire de toutes. Donc, B a un vault, C a un vault, D a un vault. Ils vont tous recopier le mot de passe, chacun dans son vault. Ce qui fait que le jour où ma compliance, mon inspection générale, vient voir et vient me dire vous avez un mot de passe dans votre code, là, faudrait le sortir. Ouais, pas de problème, monsieur, ça c'est fait en 2 secondes, j'ai mon vault, désolé, un petit oubli, quoi. Puis il faudrait le changer, le mot de passe. Ah, c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible de changer le mot de passe? Parce qu'il y a B, C, D, E, F, G qui utilisent le même mot de passe. Là, je fais comment? Parce qu'ils l'ont tous copié en dur dans leur vault, donc on va faire 150 mises à jour dans le vault. C'est des problématiques qu'on rencontre. D'accord? Alors, mettre en place des process par rapport à ça, en essayant de sortir un petit peu du canevas public-privé, voir qu'est-ce qu'on peut faire comme domaine hybride. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des vaults partagés de manière à ne pas avoir des doublons de mots de passe un peu partout? Donc, une possibilité, un exemple, d'accord? Ne me jetez pas des pierres si ça ne vous plaît pas, hein, c'est une petite tentative, c'est de mettre en place des vaults partagés. Alors vous allez me dire, ouais, mais en fait, ils vont copier le mot de passe pour avoir accès au vault. Oui, forcément, il y a une question de poule et d'œuf à un moment. D'accord. Mais au moins, le mot de passe pour avoir accès à la ressource métier, lui, il est dans un seul endroit unique. Donc ça, ce serait un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, ce serait un peu comme le modèle du digicode. Déjà, on évite le doublon de mot de passe dans tous les vaults. D'accord? On va mettre le mot de passe dans un vault partagé. C'est une première chose. Il y a peut-être un truc un petit peu mieux à faire aussi, c'est de mettre en place des process trustés, des process en qui on a confiance. D'accord? Donc ces process en qui on a confiance, ça demande beaucoup plus de travail, ça bien évidemment, mais ça se base toujours, on va sortir un petit peu du cadre public-privé en mettant en place un process trusté, un process en qui on a confiance. Donc on va te dire, toi, donc c'est comme quand on fait rentrer le copain, d'accord? On dit à notre copain, je te file mon digicode, tu peux rentrer dans le hall de mon immeuble pour pouvoir venir chez moi. Imaginez donc A qui a toujours accès à cette ressource, d'accord? Et B qui a besoin d'avoir accès à la ressource. Donc B peut éventuellement envoyer une requête à A pour lui dire, file-moi un token temporaire le temps que j'aille récupérer ton vault. Et donc là, il y a bien le fameux process trusté qui, lui, va se trouver ici dans l'AD, d'accord, qui va être listé dans l'annuaire privé de A, d'accord. Et donc ça va ressembler, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt, toi, je te connais, je te fais confiance, tu fais partie de mes potes, voilà. Alors ça, c'est vraiment sur la partie. Donc, cette dernière partie-là, c'est la partie que je n'ai jamais expérimenté, que je n'ai jamais pu expérimenter, parce que j'en ai jamais eu le plaisir. Mais parler déjà de cette chose-là, peut-être faire germer les idées dans votre tête pour que, si un jour vous arrivez sur des problématiques comme ça, vous ne soyez pas complètement dépourvu et que ça puisse commencer à cogiter. Donc, par rapport à ça, moi, je vous invite peut-être éventuellement à ce qu'on se pose des questions. Si vous voulez qu'on se pose des questions en mangeant des sushis, je vous ai dit, Synaxis, on s'est lancé dans le sushi depuis peu, on peut, il n'y a aucun souci avec un verre. Si vous avez des questions là maintenant, je serai tout à fait ravi d'y répondre. Surtout donc sur la deuxième partie, qui est la partie où j'extrapole, j'explore et j'explore avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. D'où t'es venue cette idée? Moi, j'aurais envie de demander ça. Le truc des digicodes. Comment c'est né dans ta tête? Un projet en particulier un projet de suppression de mots de passe dans une base de code. Un fameux projet de suppression de mots de passe dans la base de code où en fait l'idée ne vient même pas de moi. L'idée, elle me vient d'un des utilisateurs qui était
qui était particulièrement pénible avec les équipes, mais qui posait d'extrêmement bonnes questions et qui m'a fait soulever le fait qu'il y avait des mots de passe qui étaient utilisés par plusieurs équipes, qu'il n'y avait pas le choix que de faire comme ça parce qu'on ne peut pas tout remettre en question. Puis voilà, le mot de passe partagé, c'est la même chose que le digicode dans le hall d'immeuble. Et donc, tout simplement, il m'a dit, bah, il n'y a pas de réponse, vous n'apportez aucune réponse à ça aujourd'hui. Ce n'était pas le problème à l'époque, le problème c'était juste de supprimer les mots de passe de la base de code. Mais de là, en fait, ça a germé et ça m'a fait penser. Et en fait, tout le sujet vient de là. Il faut savoir que tout le sujet de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui vient de cette question qui m'a été posée. Voilà. La question, qui est le traiteur qui est... Bah écoute, merci Avi encore, bravo. Merci beaucoup.